announcement, I have taken the burden and the honor of declaring myself interim president of Panem. Interim? Exactly how long is that interim? We have no way of knowing for certain. But it's clear that people are far too emotional right now to make a rational decision. Comment les dictatures naissent? Comment les démocraties naissent? Est-ce que ces deux régimes politiques reposent finalement sur des bases sociales déterminantes? Est-ce que la démocratisation peut être prédite? Pourquoi la France est restée une démocratie libérale et n'est pas devenue un régime communiste? Pourquoi l'Angleterre n'a jamais sombré dans un régime fasciste? Est-ce que le triomphe de la révolution bolchevique était écrit d'avance? Est-ce que les régimes autoritaires maximalistes qui ont émergé au Japon et en Allemagne reposent sur des bases sociales qui les prédestinaient à s'établir ainsi? Nous allons étudier les liens entre classe sociale, entre mode de production économique et entre types de régime politique. Barrington Moore remarque que les sociétés humaines ont suivi des évolutions particulières au cours de l'histoire récente en entrant dans la modernité, aboutissant à 3 types de régimes politiques: les régimes libéraux, les régimes maximalistes et les régimes communistes. Les régimes libéraux sont caractérisés par une économie capitaliste et un système politique démocratique. Ils sont souvent nés de troubles politiques majeurs, de conflits militaires ou de révolutions plus ou moins violentes. Barrington Moore soutient que le régime libéral repose sur 3 idées. Premièrement, barrer la route au pouvoir arbitraire. C'est ce principe qui a fait décapiter les rois. Deuxièmement, remplacer les pouvoirs arbitraires précédents par des pouvoirs limités, codifiés et rationnels. C'est ce principe qui a permis le développement des constitutions et l'essor des droits individuels. Troisièmement, garantir le droit des masses à participer au pouvoir politique. C'est ce principe qui a donné naissance au suffrage universel et à l'équilibre des pouvoirs. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France ont adopté des régimes libéraux en dépit des spécificités institutionnelles et culturelles qui les différencient. Le régime maximaliste a constitué au cours de l'histoire le second type de société moderne. Ce type de régime est également marqué par une économie capitaliste, tout comme le système libéral, mais se démarque du régime libéral par un système autoritaire centré autour d'un pouvoir bureaucratique et personnel. Contrairement au régime libéral, aucune pression venue de la population n'a remis en question le pouvoir traditionnel en place. C'est au contraire un changement de leadership à la tête de l'État, à la suite de luttes de pouvoir entre élites qui a ensuite généré une révolution par le haut et permis l'émergence d'un régime autoritaire. Le Japon et l'Allemagne ont notamment suivi cette voie à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Enfin, le régime communiste constitue le 3e type de régime issu de la modernité. Caractérisé par une économie communiste, un pouvoir autoritaire et un régime bureaucratique et personnel, l'Union soviétique ainsi que la Chine ont adopté ce type de régime après des révolutions à forte participation paysanne. Après avoir décrit ces 3 types de régimes, Barrington Moore conclut qu'une bourgeoisie forte constitue la condition indispensable à toute démocratisation. Plus largement, Moore énumère 5 conditions sociales nécessaires à l'émergence de la démocratie. Premièrement, l'existence d'un équilibre politique empêchant un pouvoir royal d'être trop puissant ou une aristocratie foncière d'être trop indépendante. Deuxièmement, l'essor d'une forme d'agriculture commerciale émancipée de l'aristocratie. Troisièmement, l'affaiblissement de l'aristocratie foncière. Quatrièmement, l'absence d'une coalition alliant les aristocrates et les bourgeois contre les paysans et les ouvriers, qui conduirait à un régime maximaliste. Cinquièmement, une rupture révolutionnaire avec le passé, c'est-à-dire une volonté de rompre politiquement avec le conservatisme qui marquait le régime féodal. Dans une certaine mesure, fort limitée d'ailleurs, ces 3 révolutions, la bourgeoise, la conservatrice et la paysanne, qui mènent respectivement à la démocratie parlementaire, au fascisme et au communisme, peuvent se présenter comme des choix, mais elles sont surtout
des moments de l'histoire qui alimentent d'autres moments de l'histoire. La dérive autoritaire de l'Allemagne et du Japon n'aurait pas été possible sans la modernisation démocratique de l'Angleterre. Et si elle n'avait pas été précédée par des régimes maximalistes et des régimes démocratiques, le communisme aurait été entièrement différent. La féodalité occidentale avait mis en place certaines idées spécifiques qui favorisaient l'éclosion démocratique. Premièrement, l'idée d'une certaine autonomie politique à l'égard du pouvoir royal, la vassalisation, les droits seigneuriaux, les pouvoirs secondaires ou encore l'autonomie de l'Église contribuaient à cette forme d'autonomie politique. Deuxièmement, la notion du droit de résistance à l'autorité injuste. Les multiples guerres entre les seigneurs et leurs suzerains ont contribué à cette notion du droit de résistance à l'autorité injuste. Ce délicat équilibre entre excès et insuffisance du pouvoir royal a donné naissance à la démocratie parlementaire. Mais pourquoi la Russie n'est-elle pas devenue démocratique? Barrington Moore soutient que la société russe était profondément féodalisée, mais que la destruction de toute aristocratie indépendante par Ivan le Terrible ne laissa place qu'à une noblesse servile au profit du tsar. La noblesse russe tenta de récupérer ses privilèges et les obtint, sans retrouver leur représentativité au sein du pouvoir. Cela empêcha plus tard la création d'une Douma puissante capable de barrer la route à la révolution communiste. Pourquoi le Japon n'est pas immédiatement devenu démocratique? Le Japon a eu son régime féodal, mais il reposait surtout sur la fidélité des masses au shogun et à l'empereur Dieu. Il ne se fondait pas sur l'idée d'un engagement librement consenti entre hommes égaux en droit. Lorsque les shoguns ont été soumis, il ne resta plus aucun obstacle au pouvoir central de l'empereur, ce qui ouvra la voie à un régime maximaliste. L'institution monarchique peut être positive pour la démocratisation si elle est bridée par la noblesse. En effet, l'existence d'un équilibre entre le pouvoir des seigneurs et le pouvoir royal est importante pour l'émergence de la démocratie. Alors que l'absolutisme se renforçait en France, en Russie et dans une grande partie de l'Allemagne, il fut contré pour la première fois en Angleterre. C'est en partie parce que l'aristocratie foncière du Royaume-Uni s'est muée en noblesse d'affaires assez tôt. Une intégration suffisante des acteurs ruraux dans la mondialisation commerciale permettrait de faire émerger la démocratie, alors qu'un degré d'intégration insuffisant mènerait à un régime communiste ou à une dictature maximaliste. Dans certaines régions de France, l'agriculture commerciale n'a pas atteint la société paysanne et la noblesse l'a exploitée davantage, grossissant ainsi les troupes révolutionnaires. Mais la révolution coupa les ailes de l'aristocratie et ouvrit la voie à la démocratie parlementaire. Aux États-Unis, l'esclavage dans le Sud entrava l'essor de l'agriculture commerciale moderne et ralentit l'émergence d'un pouvoir central et démocratique puissant. Les grands propriétaires fonciers qui pratiquaient l'esclavage avaient besoin d'une autorité politique très répressive, capable de garder les populations asservies sous la domination de leurs maîtres. L'esclavage favorisait le développement des campagnes au détriment des villes, qui devinrent des dépôts de transit pour les produits agricoles plutôt que des moteurs économiques. La guerre de sécession mit fin à cet obstacle, ce qui ouvra la voie à un régime libéral, américain, stable et souverain. Dans les provinces du nord-est de l'Allemagne, la réaction manoriale du XVe siècle arrêta le mouvement d'émancipation paysan et le développement parallèle de la vie urbaine, qui, en Angleterre et en France, aboutit à la démocratie de type occidental. La noblesse prussienne accrut ses domaines aux dépens de la paysannerie qui, sous l'ordre teutonique, avait pratiquement retrouvé sa liberté, et elle la replongea dans le servage. Ensuite, la Prusse réussit à détruire l'indépendance de la noblesse et à écraser les États germaniques en dressant les nobles et les citadins les uns contre les autres. Cela donna au XVIIe siècle la fameuse Sparte du Nord, un monstre militaire né du mariage entre la bureaucratie royale prussienne et l'aristocratie terrienne. L'aristocratie prussienne apporta alors son idéologie propre. Cette idée de supériorité innée de la classe dirigeante et le sens aigu du statut social et politique. Cette idéologie fut transmise par la suite à la population allemande sous la forme de doctrines suprémacistes. Cela ne veut pas dire que l'Allemagne courait inexorablement au nazisme depuis le XVe siècle, mais que les conditions sociales étaient présentes pour qu'un tel régime puisse voir le jour. Il semble qu'on puisse énoncer la loi suivante. Prenez une société. Assurez-vous qu'il y existe un équilibre entre aristocratie et pouvoir central.
Ajoutez-y une agriculture commerciale synergique. Saupoudrez tout cela d'une élite foncière en déclin. Assurez-vous qu'il n'y existe aucune alliance entre l'aristocratie et la bourgeoisie contre les paysans et les ouvriers. Et enfin, glissez-y une volonté de rompre avec le passé, soit par le haut, comme en Angleterre, soit par le bas, comme la France. Et vous obtenez un régime démocratique et libéral. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me suivre sur Twitter.